Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le fauteuil. Nitinia Simion, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Twitch TD Actu tous les dimanches à partir de 17h30. Vous en avez l'habitude juste avant vos matchs de 19h et un grand dimanche de NFL une nouvelle fois qui nous attend. Je vous souhaite bienvenue dans le chat à toutes et à tous. Déjà, je remercie Red Phoenix 92700 de s'être abonné via Prime. Bonjour à tout le monde, bonjour à Coinzel, bonjour Alicia Matt, hello, bonjour à Guigui Tweak également, bonjour à Gus Horizon. Bienvenue à toutes et à tous donc pour cette émission qui va durer voilà 1h30, vous en avez l'habitude jusqu'à 19h. Donc, et en ce moment même, il y a le match entre les Chicago Bears et les Jacksonville Jaguars, c'est à Londres et c'est sur M6+. On a notamment Grégory Richard de la rédaction TD Actu qui est avec Vincent Coeffet et Richard Tarditz, je crois, ouais, pour aux commentaires, voilà, de ce match. Voilà, pour l'instant, le score Chicago Bears 21, Jacksonville Jaguars 10. Les Bears qui ont mené 14-3 notamment à la mi-temps, et là les Jags qui ont mis un touchdown pour réduire la marque. Voilà, un match que vous pouvez suivre donc sur M6+. Je rappelle que cette émission est sponsorisée par notre partenaire de paris en ligne, Unibet, ici. Voilà, Unibet qui aura une large page dans les paris en ligne qu'on va faire tout à l'heure avec l'aide de Kevin Renaudet. Dans le programme également du fauteuil de cette semaine, on aura également l'actu de la semaine, ce qui s'est passé en NFL cette semaine. On a également le débrief du match Seattle Seahawks contre les 49ers San Francisco. Ce sera avec Mathieu Pasquet qui sera à mes côtés pour ce débrief. Justement, qui dit Mathieu Pasquet dit maillot NFL, parce qu'on va parler maillot dans le thème de la semaine. On va parler notamment de l'histoire, on va parler de ce qu'il y a sur le marché et comment est constitué un maillot NFL aussi, tous les secrets des maillots NFL qui vous est dévoilé donc par la chaîne TD Actu dans le fauteuil, c'est maintenant. Et enfin maintenant, tout à l'heure, pardon, excusez-moi, ce sera après le débrief, et évidemment. Et puis pour terminer, donc les paris en ligne, la présentation des matchs et enfin le quiz pour gagner des cadeaux. Alors bon, je vais aller le chercher, je vais aller le chercher plus tard lorsqu'il y aura le quiz, mais vous pouvez gagner un t-shirt, voilà, du logo TD Actu, voilà, donc parce qu'on parle de maillot. Donc là, vous pouvez gagner un t-shirt, voilà, de TD Actu. Bon, c'est pas forcément des maillots, mais en tout cas, voilà, c'est voilà la récompense pour cette semaine, pour le quiz de la semaine. Voilà pour le programme donc très chargé, et on va y aller avec donc l'actualité de la semaine, une actualité qui a été marquée par le limogeage de Robert Saleh chez les New York Jets et les titularisations de certains quarterbacks rookies notamment. Et là, on voit avec donc Davante Adams également qui fait monter le suspense, ou je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, il fait aussi l'actualité, le receveur des Raiders. Où va-t-il être échangé? Donc Davante Adams, est-ce qu'il va être échangé aux Jets de New York pour retrouver Aaron Rodgers, ou encore aux Saints de la Nouvelle-Orléans pour retrouver Derek Carr? En tout cas, ce sont les deux équipes qui sortent du lot. Voilà, il y a aussi apparemment les Buffalo Bills qui sont venus au renseignement pour essayer de l'avoir dans leur effectif, parce que clairement, du côté des Bills, ça manque peut-être d'en recevoir un numéro 1 aux côtés de Keon Coleman, de Dalton Kincaid notamment. Donc voilà, les Raiders qui font de toute façon l'actualité de ce dimanche, puisque on voit la nouvelle suivante, c'est Tom Brady qui pourrait être bientôt propriétaire minoritaire. Bon, pensez ce que vous voulez de cette nouvelle, mais en tout cas, voilà,
pourquoi pas avoir un pourcentage, voilà, parmi dans le capital des Raiders, et surtout, pourquoi pas avoir aussi prise de pouvoir dans les décisions, en fait, du côté des Raiders, parce que depuis quelques années, les décisions, notamment des Raiders, notamment en ce qui concerne le poste de quarterback, sont assez douteuses, on va dire, et peut-être que Tom Brady pourrait s'immiscer dans le comité décisionnel. Alors que là, on voit, là, je commente en même temps le match entre les Bears et les Jaguars, mais on voit une jolie course là, de DeAndre Swift là, pour gagner la première tentative. Et Chicago qui est tout proche de la zone rouge, voilà, pour enfoncer le clou et enfoncer les Jacksonville Jaguars. Voilà. Donc ensuite, du côté des blessures, qu'est-ce qu'on a du côté des blessures? On a Michael Pittman qui est incertain, mais il devrait être sur le terrain. Alors ceux qui l'ont en fantasy, je vous conseille de ne pas le mettre, clairement, parce que déjà, le quarterback, c'est Anthony Richardson, et deux, parce que Michael Pittman n'est pas en bonne santé, tout simplement. Donc voilà, c'est plus Alec Pierce qu'il va falloir peut-être mettre pour cette semaine. Donc ça va être chaud pour le receveur des Colts, mais bon, il va être sur le terrain. Ce sera face aux Tennessee Titans, voilà, qui ont quand même une très bonne défense, voilà, et qui ont été au repos en plus la semaine dernière. On a également Josh Reynolds qui devait manquer le match de ce week-end. Je crois que les Broncos, qui jouent les Broncos? Oui, ils jouent contre les Chargers de Los Angeles dans un duel de division. Donc, ouais, il devrait manquer un match, mais bon, il y a ce qu'il faut aussi du côté des Denver au poste de receveur. On attend notamment l'émergence peut-être d'un Troy Franklin, notamment le receveur rookie du côté du côté des Broncos. Et puis voilà, il y a beaucoup de joueurs qui aussi devraient jouer, notamment ce dimanche. Ils ont été incertains, mais là normalement ils devraient être disponibles pour le match. On a notamment Will Levis, le quarterback des Titans, qui devait être sur pied. On a Romeo Doubs qui était suspendu pour des problèmes de comportement et qui devrait être de retour sur le terrain. Bijan Robinson également devait être présent pour les Falcons. Donc voilà, ça pourrait être un week-end assez qui devait pas être trop impactant pour certains qui ont par exemple des joueurs pour des joueurs importants, notamment dans le domaine de la fantasy. On a du côté des joueurs qui ne joueront pas, des Cowboys qui ont encore une ligne défensive décimée. On a DeMarcus Lawrence, Micah Parsons et même Eric Kendricks qui ne vont pas jouer. Ce sera face aux Detroit Lions. On a Jonathan Taylor absent du côté des Colts. Ça fait un peu mal, tu vois, vous voyez, de ne pas voir le coureur des Colts sur le terrain. Nick Chubb est toujours absent, mais il devrait revenir pour la semaine prochaine, la semaine numéro 7. Bon, après, Cleveland, je me demande si ça vaut le coup de mettre Nick Chubb sur le terrain, clairement, parce que la saison de Cleveland part un peu en cacahuète. Voilà. Donc voilà. Alors, Ataius Gibbs qui nous dit Cook, est-ce qu'il faut le mettre en fantasy? Il est incertain pour le moment, mais je pense qu'il va jouer. Je pense qu'il va jouer. Il n'y a pas forcément un coureur qui a convaincu du côté des Bills en plus de lui. Donc, mais après, il y a Josh Allen, voilà, qui peut aussi courir. Donc voilà, les Bills qui affronteront les Jets, qui ont une grosse défense contre la course. Donc c'est plutôt donc je pense qu'il faudra le mettre sur le terrain, d'autant plus que c'est un duel de division. Il a encore une journée, on va dire, pour récupérer après pour être sur le terrain. Une protection en moins aussi pour les Panthers avec Taylor Moton absent. C'est dommage. Alors du côté des Panthers, je sais même pas qui va être titulaire. Alors, on a dit que c'est Andy Dalton toujours, mais Bryce Young avait fait les dernières minutes du match de la semaine dernière. Donc là, face aux Falcons, ce serait peut-être pas étonnant qu'on voit encore Andy Dalton, mais qu'on voit Bryce Young si jamais ça se passe mal du côté des Falcons. On a une petite nouvelle signature de prolongation de contrat également. C'est David Montgomery qui va signer un contrat de 2 ans supplémentaires avec les Lions de Détroit. Donc 2 ans, 18 millions de dollars.
franchement, c'est un très beau contrat pour un running back numéro 2, sachant que Jahmyr Gibbs est toujours sous contrat rookie, encore pour 2 ans. Donc ça, c'est vraiment une prolongation bien calculée. On commence à voir les bases de l'attaque du côté du côté des Lions de Détroit. Donc clairement, c'est une très bonne nouvelle pour Dan Campbell et son staff offensif notamment. Et puis, oui, dernière chose, c'est le dimanche 20 octobre, il y a un match de l'équipe de France de foot américain que dont vous pouvez réserver sur le lien sur l'article Touchdown Actu. Voilà, donc les places en plus à 10 €. Donc veuillez soutenir l'équipe de France de foot américain. Voilà, donc ce sera Villeneuve-d'Ascq. Alors Villeneuve-d'Ascq, c'est dans le nord, c'est à côté de Lille. Donc un match comptant pour la Ligue des Nations. Il n'y aura qu'un match durant cette période, comptant pour la Ligue des Nations. La France avait notamment beaucoup de joueurs issus de l'équipe de Paris Mousquetaires. Voilà. L'équipe qui a été en demi-finale notamment de l'European League Football et qui ont perdu, il me semble, face aux Vienna Vikings, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc voilà. Alors là, c'est la fin du troisième quart-temps du côté des Bears face aux Jaguars à Londres au Tottenham Hotspur Stadium. 21-10 pour les Chicago Bears face aux Jags avant le quatrième quart-temps. Et là, les Chicago Bears sont tout près de mettre un touchdown. Voilà, je crois qu'ils sont à 4-5 yards du touchdown. Et donc pour la suite, eh ben, on va aller faire le débrief du match entre les Seattle Seahawks et les 49ers de San Francisco. Et je vais accueillir Mathieu. Je ne sais pas si Mathieu Pasquier m'entend. Est-ce que tu m'entends, Mathieu? Moi, je t'entends. Bonjour. Salut Mathieu, comment ça va? Bah écoute, ça va, impatient d'attaquer les matchs et de participer au fauteuil. Ouais, et impatient et très très content de t'avoir de nouveau avec nous, Mathieu. Et donc on va parler de ce match entre les Seattle Seahawks et les San Francisco 49ers. C'était donc à San Francisco, pardon, c'était à Seattle le match, donc un duel de division entre les Seattle Seahawks et les 49ers. Une victoire 36-24 du côté des 49ers. Je vais afficher le résumé. Alors, si ça veut bien faire le résumé, je vais voir ça tout de suite. Hop, voilà. Et on m'a bloqué la fenêtre. Donc, c'est pas forcément génial ce que j'ai fait là. Donc, victoire des 49ers, Mathieu, 36-24. Déjà, première question, Mathieu, est-ce que cette victoire des 49ers a été convaincante? À moitié, on va dire, parce que, je trouve que le score est peut-être un peu plus beau. Heu, les 49ers ont été, enfin le match a été à sens unique pour les Niners, sur la première mi-temps et pourtant, les Niners n'ont réussi à mettre, qu'un seul touchdown et à rentrer 3 field goals. C'est-à-dire qu'ils auraient pu tuer la partie dès la première mi-temps et ils ont, 3 fois buté en zone rouge pour, mettre des points. Alors ils ont mis des points, ils sont rentrés, au vestiaire en ayant largement l'avantage, mais ils ont laissé des points sur le terrain, ce qui a permis à Seattle, de faire une très belle deuxième mi-temps pour revenir dans la partie et venir chatouiller les Niners. Alors les Seahawks sont jamais passés devant, ils ont jamais eu la main véritablement sur le match, mais la fameuse relance de 97 yards sur le coup d'envoi qui donne un TD à Seattle, inverse un peu le momentum du match et là ça devient plus compliqué pour les Niners de sécuriser la partie. Alors là, on voit effectivement sur ce retour de coup de pied de Laviska Shenault qui a été absolument phénoménal, 97 yards et qui a permis donc aux Seahawks de revenir. Ils sont même revenus à 5 points, donc 29-24. Alors là, sur le résumé sur TD Actu, il y a Marc Orfila qui écrivait qu'ils n'étaient pas passés loin de la correctionnelle. Bon, après, les 49ers, quand même, ils n'ont
pas trop été inquiétés quand même la majorité du match malgré le potentiel retour des Seahawks. Ils ont quand même pas été inquiétés dans cette partie. Ouais, pas réellement, en fait, ils ont pas vraiment été inquiétés, mais au niveau du score, ça a été, le dernier carton est quand même un peu tendu. Alors après, sur le jeu en lui-même, les Niners ont quand même fait une partie très équilibrée. Ils ont 255 yards à la passe et 228 yards à la course. Donc ils ont vraiment une attaque, qui a très bien performé et en face, les Seahawks ont été très unidimensionnels parce qu'ils ont que 50 yards au sol et surtout ils ont été indisciplinés parce que, Mmh, ils ont quand même 3 turnovers dont 2 en mmh, première mi-temps et ils ont 9 pénalités pour 70 yards mmh. perdus, ce qui fait que, évidemment, quand on laisse la chance aux Niners, les Niners, c'est quand même la 2e meilleure attaque de la ligue. Quand on laisse, autant d'opportunités sur le terrain, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, donc Brock Purdy, 18 sur 28, 255 yards, 3 touchdowns. On a vu un touchdown au sol, c'est le dernier, c'est celui de Kyle Juszczyk. George Kittle a particulièrement brillé dans la zone rouge avec 5 touchdowns depuis le début de la saison. Voilà, donc ça c'est vraiment Ouais. pas trop mal. Et 2 touchdowns donc jeudi face à cette équipe des 49ers. La défense a aussi a fait son travail malgré tout, notamment en première période où ils ont limité les Seahawks à 3 points. Par contre après en seconde période il y a eu donc ce retour de coup de pied et d'un coup on a eu des 49ers qui ont un peu disparu défensivement, laissant peut-être les Seahawks revenir. Est-ce que c'est un peu ton analyse? Bah, oui, d'autant que, la défense, cette année, c'est le problème de San Francisco, hein. Ils sont 27e contre la passe, 19e contre la course, sachant qu'ils ont vraiment une attaque top 2. Heu, leur problématique, en ce début de saison, c'est vraiment de boucler les matchs avec la défense. Bon, sachant que, voilà, ils ont quand même avec la victoire sur Seattle, ils n'ont qu'un bilan équilibré à 3 victoires, 3 défaites. Alors que c'est quand même une équipe qui sort du Super Bowl et qu'on attendait vraiment en haut de la NFC. Alors justement, en parlant de haut de la NFC, on va parler un peu du ventre mou de la NFC avec les Seattle Seahawks qui reviennent à l'équilibre, 3 victoires, 3 défaites. Troisième défaite consécutive alors qu'ils avaient bien débuté la saison avec 3 victoires et surtout la deuxième défaite à domicile d'affilée. Geno Smith, on le voit sur les stats sur l'écran, 30 sur 52, 312 yards, un touchdown, 2 interceptions. Il ne peut pas tout faire, Geno Smith, notamment quand on regarde la répartition de l'attaque des Seahawks. 52 passes tentées et seulement 20 courses. Ils sont poussés dans leur retranchement. Alors, Seattle, il faut voir que Seattle, c'est la première attaque de la ligue au niveau aérien, hein. Donc, ils ont beaucoup de C'est un yards. peu abusif quand Ils ont même, hein, l'attaque aérienne, hein, pour dire que c'est premier. Ouais, Hein. c'est très stéréotypé parce qu'ils sont, 3e en scoring, mais ils sont assez moyens à la course, en fait. Ils marquent beaucoup de touchdowns au sol, mais ils courent relativement peu. Ils n'ont pas une efficacité folle et à la passe, leur jeu de passe, se résume beaucoup à aller chercher DK Metcalf et quand on sort DK Metcalf, il y a un peu moins d'options. Tyler Lockett est un peu moins bon que les années précédentes, ce qui fait que, là, ils ont un peu plus de problèmes pour s'imposer, et particulièrement à cause de leur défense, parce que l'attaque, elle est 3e au scoring de la ligue. Donc, l'attaque, même si elle est moyenne au sol et qu'elle est très stéréotypée, ça fonctionne quand même. Par contre, ils sont 25e en défense contre la passe et surtout, ils sont derniers pour la défense au sol. Ce qui fait que, un peu comme les Niners, ils ont une attaque qui fonctionne, mais ils ont une défense qui les laisse tomber. Alors justement, on va parler de cette défense parce qu'ils en ont pris donc 16 en première mi-temps et 20 donc en seconde mi-temps, ce qui fait donc 36 points. On avait dit que le départ de Bobby Wagner va avoir l'émergence peut-être d'un nouveau leader du côté de Seattle en défense. Mais ce leader, Mathieu, on l'attend toujours là parce que, par exemple, des joueurs comme Devon Witherspoon ou Rashan Jenkins, voire Julian Love, ça reste quand même un peu léger, on va dire. Est-ce que, en fait, tout simplement, cette défense sous Mike McDonald, il manque de leader et est-ce que Mike McDonald n'a pas encore trouvé la bonne formule?
Bah, en tout cas, les statistiques ont tendance à dire que c'est le cas. Heu, au niveau des linebackers, bah, Julianov, il sort quand même d'une partie où il fait 10 plaquages, donc il est présent au second rideau, mais visiblement au premier rideau, ça laisse passer, hein, puisqu'ils sont très mal classés au niveau de la défense au sol et malgré Witherspoon, pareil, la défense anti-aérienne n'est pas vraiment dominante. Donc oui, en effet, ils n'ont pas la recette, au niveau défensif, ils n'ont pas la recette, alors qu'encore une fois, en attaque, globalement, à part sur les sacs concédés, c'est une très bonne attaque. Ouais, la question sur l'attaque, justement, c'est la deuxième interception que Geno Smith lance alors que les 49ers étaient proches de passer devant. Est-ce qu'il est là le tournant du match finalement et qui malheureusement a fait que les Seahawks finalement perdent ce match? Ou est-ce qu'il y a d'autres Ouais, événements qui ont ouais. fait que finalement la rencontre a été directement pour les 49ers et la victoire était logique? Bah, ça casse le moral, hein, cette interception, hein. Ils étaient pas forcément très, très loin. Ils perdent le ballon alors que dans mon souvenir, hein, c'est, dans la zone enfin, dans la red zone, donc ils étaient pas loin de marquer et derrière San Francisco remet un touchdown, ce qui fait que, les espoirs de retour sont beaucoup plus compliqués et en effet, cette interception, elle est très mauvaise pour le momentum et elle est très mauvaise au score pour les Seahawks. Alors là, je fais un petit aparté sur le match Bears-Jaguars. Alors là, malheureusement, je pense que le touchdown de DJ Moore va être annulé, mais ils sont pas loin, une nouvelle fois, les Bears, d'enfoncer le clou. Ils viennent de mettre un touchdown par Keenan Allen et donc là, ils sont tout proches de mettre un cinquième touchdown dans ce match. Voilà, donc là, ça commence à être un peu ça commence à sentir mauvais pour les Jacksonville Jaguars. Ok, donc victoire des 49ers 36-24 sur les Seattle Seahawks. La suite, c'est quoi pour les 49ers? Est-ce que là, ça y est, la saison est enfin lancée? Ou est-ce que il faut encore trouver de la régularité pour trouver une équipe qui voilà, devrait aller au Super Bowl pour la saison pour cette saison? Ça va pas être Qu'est-ce facile. qu'on attend de cette équipe pour les prochaines semaines, Mathieu? Bah, on a les 49ers depuis que Kyle Shanahan, il est entraîneur, il y a quand même des très fortes ambitions. Là, je ne sais pas si ça a lancé l'équipe pour les semaines à venir, mais en tout cas, ça a plus ou moins effacé la défaite face aux Cardinals de Hmm. la semaine dernière, qui était un petit peu inattendue et qui est un peu mal passée. Donc là, oui, en effet, d'ailleurs l'équipe l'avait annoncé il me semble que c'est, le Titan qui avait annoncé qu'ils étaient, très heureux de jouer un jeudi pour pouvoir vite passer à autre George chose. Kittle. Ouais. George Kittle, Hmm. pour pouvoir passer à autre chose et surfer sur une vague positive. Là, oui, en effet, c'est une victoire contre un adversaire de division à l'extérieur qui permet de se repositionner en tant que leader de la division. Donc mathématiquement, c'est toujours très bon à prendre. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, 3 défaites contre les Vikings. Bon, les Vikings sont très forts cette année, mais contre les Rams et contre les Cardinals qui sont eux aussi des adversaires de division et qui font très mal, pour, lancer une saison d'un prétendant au titre. Donc là, il va falloir utiliser cette victoire à Seattle pour pouvoir, lancer une dynamique positive. Voilà, mais il n'y a pas de certitude, hein. C'est quand même compliqué. Effectivement, il n'y a pas de certitude, mais bon, au moins ils sont revenus à l'équilibre, c'était l'essentiel. Et donc les 49ers qui rejoignent donc effectivement les Seattle Seahawks dans une division NFC West où bah, les équipes n'ont pas de bilan positif en fait, tout simplement, parce que il y a les Rams et les Cardinals qui sont dans un bilan négatif également. Donc voilà, à voir si les Cardinals ce soir vont les rejoindre à 3 victoires, 3 défaites. Il me semble c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Voilà pour le débrief donc du match entre les 49ers et les. Merci beaucoup Mathieu d'avoir fait ce débrief avec moi. On va passer donc au thème de la semaine. Mais avant cela, déjà je vais regarder ce qui se passe avec ma caméra. Mais bon, je pense qu'on va le régler ça assez rapidement. Donc je vais la désactiver. Après, je vais la réactiver. On va voir ce que ça fait. Mais bon, voilà, normalement, ça devrait le faire. Donc, voilà. Donc là, je fais un petit crochet sur le match entre les Bears et les 49ers. Bah, les Bears viennent de mettre le touchdown, ça y est, c'est DeAndre Swift qui l'a mis.
35-10, bon, je pense que vous pouvez aller sur le fauteuil tranquillement, hein, je pense, hein, à mon avis, hein, parce que ça y est, là, on va parler d'un sujet beaucoup plus intéressant que le match, hein, clairement. Donc, je vous conseille d'écouter le thème de la semaine tout de suite. Donc, avec Mathieu, qui est toujours avec moi. Mathieu, on va parler d'un sujet plus intéressant que le match là qui est en train de se dérouler. C'est le thème des maillots, donc des maillots NFL. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de supporters qui ont des maillots NFL, hein, quasiment aux quatre coins de la planète. Donc, avant tout, Mathieu, juste pour faire le point sur le marché des maillots, comment ça se passe aujourd'hui? Quels sont les revenus NFL? Comment ça se passe dans côté des produits dérivés? En gros, qu'est-ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui? Voilà. Alors, pour faire un petit point, voilà, pour lancer un peu la thématique, il faut se souvenir que la NFL est la ligue professionnelle de sport la plus riche du monde. Ses revenus annuels, actuellement, tournent aux alentours de 18 milliards de dollars. Et évidemment, les produits dérivés, sont un élément, majeur de, son activité. Alors, les produits dérivés, comme pour beaucoup de grandes ligues professionnelles, ils tournent aux alentours de 15% du revenu global de la ligue, sachant que les casquettes et les jerseys, hein, qui sont regroupés dans les mêmes catégories, représentent à peu près 50% de, ces produits dérivés. Donc, on peut Alors, considérer. quand tu dis jersey, c'est maillot NFL, hein, Oui, pardon, on oui, est les d'accord. maillots Et NFL. donc là, ce qu'on voit sur l'image là, c'est ta collection là, c'est ça, C'est c'est une partie de ma collection, l'autre partie, elle est derrière moi, elle est là, voilà, c'est, tous ah très les bien, milieux de gamme sont super. là et la Waouh! photo que tu as, c'est les hauts de gamme. Voilà. D'accord, ça marche. OK. OK, bah, vas-y, alors continue Donc, sur les voilà, casquettes donc, donc et les produits dérivés. les produits dérivés, voilà, les casquettes et les maillots, ça représente à peu près 50% des revenus en produits dérivés. Donc on résume, que, ces fameux produits dérivés, ça représente entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars par an de revenus pour la ligue. Alors, OK. qu'est-ce qu'on peut trouver, comme maillot sur le marché? Alors pour, lancer un petit peu le sujet, j'ai choisi de faire un petit peu rapidement un petit peu l'histoire des maillots, Ouais, ça marche. depuis les années 80, c'est-à-dire depuis le Mmh. moment où les baskets et le sportswear a commencé à se démocratiser et où les gens ne venaient Mmh. plus en civil au stade, mais venaient avec des produits dérivés. Donc jusqu'au Ça milieu marche. des années 80, les maillots étaient produits aux États-Unis par une société qui s'appelle Sandknit, qui était, basée dans le Wisconsin à Berlin et qui Qu'on voit avait, ici à l'image là d'ailleurs. voilà, j'ai mis l'étiquette, voilà, je t'ai envoyé la photo de l'étiquette de Sandknit Voilà. et donc ils Donc produisaient, Berlin, les c'est ça. maillots Donc Berlin, c'est donc une ville aux États-Unis, on est bien d'accord, hein? dans C'est le pas une Wisconsin. ville, Voilà. en Allemagne. OK, d'accord. C'est un peu la Voilà. Mecque, c'est un peu OK. la Mecque du maillot US, tu vas voir, parce qu'en fait une bonne Ah! partie des maillots Eh beh. US, continuent d'être produits là-bas en sous-traitance, donc Ah ouais? c'est ouais, ouais, c'est Eh toujours en beh. activité. Donc Dans le Wisconsin, donc bah, en dans le plus d'aller à Wisconsin, Green Bay, pour voir un match, il faut aller dans cette petite ville donc qui s'appelle, exactement, Berlin, donc pour aller voir, les fabrications donc d'un maillot NFL. OK, ça marche. exactement. Ouais. Donc, jusqu'au milieu des années 80, c'est donc cette société Sandknit qui, produisait les maillots à la fois pour les professionnels, donc pour les équipes et qui, distribuait, une partie des maillots pour les supporters. Au milieu des années 80, la ligue a décidé de réactiver sa division, sa direction des produits dérivés pour profiter de l'émergence du marché et du développement du sportswear et donc ils ont commencé à ouvrir la concurrence à d'autres producteurs. Donc, c'est des producteurs comme Champion, Russell, Starter, Wilson, Nike, Reebok, Adidas et donc on trouve Et sur le marché de l'occasion, voilà, je t'ai mis des photos ouais avec les étiquettes de ces et producteurs et donc donc ça, c'est des maillots qu'on trouve d'occasion encore aujourd'hui. C'est, les voilà. marques qu'on trouve sur le marché vintage.
Ouais, c'était ma question, c'est est-ce qu'on les trouvait encore ces maillots-là? Ouais. Est-ce que des maillots comme Adidas, là, on voit champion ici sur l'écran, c'est des maillots qu'on trouve encore en France? Est-ce que c'est des maillots qui se trouvent maintenant uniquement aux États-Unis ou on peut les trouver encore aux quatre coins du monde? On peut difficilement les trouver en Europe parce que par définition, il faut que ce soit un collectionneur européen qui les a achetés et qui les a importés. Mais si on cherche ces maillots vintage, en effet, la meilleure solution, c'est d'aller sur le marché US parce que 90 du marché des maillots, c'est aux USA. Donc moi je t'ai mis des photos, voilà, il y en a une partie qui viennent de ma collection, mais en effet, j'en ai pas forcément beaucoup parce que c'est des maillots qui ont 35 ans et qui sont pas forcément faciles à trouver et encore plus en bon état. Puisque évidemment, au bout de 35 Ah ans, ouais, il d'accord. y en a qui sont abîmés, il OK. y en a qui sont invendables. Ouais, bah, j'imagine. Donc, donc comme tu le disais, au milieu des années 80, il y a beaucoup de concurrence. Je sais pas si tu as, si on a si parce que moi, j'ai pas pu vérifier on va dire la concurrence par rapport à toutes ces marques. Mais, parmi toutes ces marques des années 80, quelles marques s'en sont sorties le mieux et qui a tout de suite coulé, en fait, Alors, dans le milieu des années en fait, 80? donc, durant les années 90, donc il y a tout le développement de cette dizaine, douzaine de producteurs, pour les maillots. Mais, confrontés à, des dépôts de bilan, à des problèmes de distribution, à beaucoup de soucis, la ligue a décidé en 2000 de faire une exclusivité sur son marché des maillots et donc, en 2000, la ligue, signe un contrat avec Reebok, qui s'active à partir de 2002 pour une durée de 10 ans et donc Reebok récupère en 2002 l'exclusivité complète sur, les OK, maillots NFL. Donc c'est pour ça que, OK. il y a Qu'on voit énormément de ici maillots, d'ailleurs, donc là, sur voilà, ça l'image, c'est la suite, les voilà, ça c'est la suite les maillots et donc Reebok. Mmh. voilà, à l'époque, Reebok était déjà un vendeur de maillots, mais Reebok récupère toute la production des maillots et ils en profitent notamment aussi pour diversifier, leur production vers les pays d'Amérique du Sud, donc le Salvador, le Honduras et le Guatemala et donc il y a encore un peu de production aux États-Unis, mais la distribution enfin la production, des maillots se fait, beaucoup en Amérique du Sud. Donc pendant 10 ans, Alors, Reebok Mathieu, après que tu continues, il y a une question sur le chat de DJ Starkiller. Je fais un peu le point avec le chat. bien La sûr, NFL fait-elle de la rétention de produits concernant les maillots? On trouve plus facilement les casquettes que les maillots en Europe. Est-ce que tu penses que c'est le cas ou alors non, je pense, une volonté c'est pas de la des rétention, c'est producteurs, on va juste dire? que le marché est Ouais. pas le même. Une casse c'est notamment parce que, les maillots ça coûte cher, que, c'est c'est du volume qui est un peu plus important à transporter et alors qu'une casquette ça vaut entre 20 et 40 et que, c'est plus facile à distribuer donc, non, non, je pense pas que la ligue fasse de la rétention. La ligue, elle a tout intérêt à vendre un maximum de produits, mais, les casquettes, c'est beaucoup moins cher, c'est plus facile à vendre. Donc, le marché, à mon avis, de la casquette est plus important que le marché du maillot. C'est équilibré parce que les prix de vente sont pas les mêmes. Mais, non, non, la ligue a aucun intérêt à faire de la rétention. Eux, ce qui les intéresse, c'est, de distribuer, hein. Alors, tu parlais de la fusion entre Reebok et Adidas, juste après et après, En 2005, cette ouais. fusion, voilà, on a Nike donc, qui, récupère, l'exclusivité et qui Ouais. importe aussi, en Asie, si j'ai bien compris. Alors, Nike, en 2012 en fait, à la fin des 10 ans de l'exclusivité de Reebok, c'est Nike qui récupère l'exclusivité, à son tour de la production. Eux, ils vont avoir facilement tendance à externaliser non plus en Amérique du Sud, mais en Asie. Donc on a des maillots made in China, made in Vietnam et à partir de 2018, la situation est encore plus, édulcorée parce que, Fanatics, donc le premier distributeur de produits Mmh, sportifs au monde, récupère le ouais. droit de produire au nom de Nike les maillots pour le grand public. Donc, Alors attends, si j'ai bien Nike compris, Nike sous-traite Fanatics ou c'est sous-traite Fanatics à qui est Fanatics qui eux-mêmes ah sous-traitent, d'accord. voilà et en fait Nike Ah n'équipe ouais. plus que les professionnels. Donc les maillots des équipes sont bien faits par Nike, notamment aux Ah États-Unis, ouais. mais les maillots grand public sont faits en Asie par Fanatics.
Alors je t'avoue que moi, je suis allé parfois sur le site de Fanatics et moi, je me disais par rapport à un site officiel qui est Nike, c'est vrai que je me dis: «Mais c'est la même chose». En tout cas C'est quand la je même vois sur chose, l'image, c'est la même c'est la chose. même chose. Mais là, quand tu me dis ça, je me dis: «Ah, là là, OK, là, je vois la maintenant, la différence et c'est juste au niveau, OK, de, C'est le branding, hein, du qui type de change, hein, voilà. persona, ouais, du type de persona par rapport à la qualité. C'est-à-dire que Nike, donc comme tu as dit, c'est que pour les professionnels, donc ça veut dire donc pour les équipes NFL, pour, d'autres équipes peut-être de foot et cetera. Mais Fanatics, comme tu disais et pour préciser, c'est pour ce qu'on appelle le retail, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. Donc aujourd'hui, là, on a parlé donc, là, on est sur l'historique, donc en concernant les maillots. Là, on va parler, on va dire un peu plus concret. C'est quoi les modèles là qui existent aujourd'hui Voilà. en NFL, Aujourd'hui pour et en termes de maillots? voilà, aujourd'hui, si on cherche des maillots sur le marché, il y a 4 types de modèles qu'on va pouvoir trouver. Alors le premier type de modèle qui est un petit peu, voilà, c'est un petit peu à part, c'est ce qu'on appelle les modèles custom. Donc c'est des modèles qui sont faits soit à l'unité, soit en toute petite série, à la main par des en général par des particuliers et sur lequel il n'y a pas de logo, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de voilà, il y a juste le numéro et le nom du joueur et ça, c'est, parce que les gens évidemment qui font les produits, customisés n'ont pas le droit d'utiliser les produits enfin les éléments, sous trait de marque. Donc là, je t'ai mis Là, une petite c'est photo d'un la Tom Brady, le voilà, maillot de un Tom Tom Brady, c'est Brady. bien ce que tu décris là? OK, donc là, il y a Voilà, il y a juste pas le de numéro, logo, pas le voilà, il y a d'accord, juste le nom, il y a juste le numéro, mais il y a pas le logo des Patriots, il y a pas le logo de la ligue, il y a pas le petit bouclier au cou, voilà, qui est pareil, un élément qui est copyrighté. Donc ça, c'est, des choses qui sont faites à la main et bien souvent, c'est des maillots qui sont utilisés pour faire des dédicaces et qui sont encadrés. Voilà. Donc c'est un d'accord, tout OK. petit marché. Heu, C'est un tout petit marché, mais c'est un tout l'avantage, c'est que, il y a des gens qui font sur commande. Donc quand on cherche un maillot particulier qui n'existe plus ou qui n'a jamais existé, on peut faire des maillots custom. Alors, Donc au-delà les des maillots maillots custom, custom, on les trouve où justement, ces maillots sur le custom? marché, Est-ce qu'on les trouve sur le marché? moi Est-ce que je les ça trouve peut se sur trouver eBay. dans les Je ah les trouve voilà, sur sur eBay. eBay, là, tu peux les trouver Ouais, sur ouais, eBay, tu peux, on va dire, faire des enchères avec une autre personne et mais exactement. c'est que sur eBay ou est-ce que parfois il y a des magasins officiels qui vendent ces maillots custom aussi, Non, en parce Europe? qu'il y a pas de Ah, même si c'est légal, parce qu'il y a pas les éléments copyrightés dessus, c'est des toutes d'accord, petites séries, c'est des de tout petits producteurs. Bien souvent, c'est des OK, particuliers, hein, qui le font, hein. Ils achètent les tissus, ils achètent les numéros et ils les font eux-mêmes. OK, Donc, ça a pas vocation à être un énorme marché non plus, hein. C'est voilà. OK. Mais, c'est vrai que si on cherche, par exemple, un Bart Starr aux Packers de Green Bay, le plus simple, c'est d'aller chercher un custom parce que trouver un Bart Star d'époque, c'est pas 70 ans après qu'on va le trouver. Ah bah, c'est sûr que là, je pense que les défauts on va dire les entreprises qui fabriquent un maillot comme celui-là, je pense qu'ils vont pas ils vont Non, pas, non. se creuser la tête pour le fabriquer. Il y a Jeremy Fox 88 qui a dit aussi peut-être Vinted, qui vend aussi ces Ouais, genres de Vinted maillots, en mais Europe, en effet, Vinted, mmh. c'est un gros marché, c'est le plus gros marché probablement Ah d'occasion d'accord, sur ouais. lequel on va Mmh. trouver des maillots. Alors pour, faire une Mmh. petite aparté, voilà, moi je fais partie d'un groupe de passionnés de produits dérivés, notamment de maillots sur Facebook et en effet, je suis un des rares Mmh. à chasser sur eBay, alors qu'en grande partie, les collectionneurs, ils chassent sur Vinted, voilà. Alors notamment aussi parce qu'il y a pas les frais d'import-export, les frais de douane et ce genre de choses, hein. C'est quand même beaucoup plus simple d'aller chercher, sur Vinted, mais on trouve pas tout. Voilà. Bah, alors, peut-être que les gens du chat vont te réclamer le groupe, sur Facebook, mais bon ça pour l'instant là, on nous l'a pas demandé pour le moment. Donc, Non, là non, tu mais allais si enchaîner sur d'autres ouais, vas-y. ouais, 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 ouais. Alors, en dehors des maillots custom, donc c'est un tout petit marché, hein, voilà, c'est assez anecdotique. On va trouver sur le marché ce qu'on appelle les throwbacks, c'est-à-dire des rééditions modernes de, maillots anciens et la grande marque, qui est spécialisée dans les maillots throwback, c'est Mitchell& Ness, qui pendant longtemps a été spécialisée dans les maillots de très haut de gamme et qui depuis, 5-6 ans a développé une gamme milieu de gamme et donc, c'est en général des maillots qui ont entre 5 et 15 ans,
Donc, si on cherche un Terrell Owens, un Chris Carter, d'ailleurs, je t'ai mis la photo de mon Chris Carter chez Mitchell Ness que je me suis acheté. Voilà Ouais, celui-là. celle-là, Voilà, voilà, celui-là, des c'est un Vikings, Mitchell oui. Ness parce que Ouais, c'est très compliqué de trouver un Chris Carter authentique d'époque. Voilà, il est donc magnifique là, celui-là. c'est une marque très connue qui est spécialisée dans les maillots anciens, enfin dans la réédition de maillots anciens. Et en général, quand on cherche un maillot ancien, Mitchell Ness, c'est très facile d'aller chercher. Voilà, et c'est pour les maillots officiels, c'est de la très bonne qualité, Mitchell Ness. Voilà, c'est une référence. Alors juste, Alors, Mathieu, on voit le nom, on voit l'année et on voit le nom là. Chris Carter, ouais, c'est que pour ces maillots-là, on est d'accord, les maillots throwback ouais, tout à et fait. il y a que Mitchell and Ness qui le fait, ce genre de maillot ou il y a Alors d'autres, fabricants? Reebok quand ils avaient l'exclusivité, quand ils avaient le marché, ils ont fait, ce qui s'appelle la série vintage où ils ont réédité aussi des maillots anciens. Mais, si on D'accord. cherche des maillots qui n'existent plus, le plus simple, c'est Mitchell& Ness. Voilà. Sinon, ça va être OK, de ça l'occasion. marche. Voilà, pour du neuf, OK, il faut aller vers Mitchell& Ness. Sinon, c'est, forcément du marché de l'occasion. ça marche. OK. Donc il y a d'autres modèles, hein, si j'ai bien compris, il en reste 2 Voilà. à en parler. Il y a Alors le il en modèle reste retail 2. notamment. Donc les modèles retail, bah, ça, c'est ce qu'on va trouver sur Fanatics, sur NFL Shop, sur, Nike, voilà. Donc ça, c'est les maillots, du commerce à destination du grand public. C'est, voilà, on va en parler un petit peu plus, après, mais voilà, ça, c'est ce que, Ouais. n'importe quel fan NFL qui va chez Leeds, par exemple, hein, qui est, aussi une série de magasins spécialisés en sport, on va trouver ces maillots retail. Et le dernier type de maillot pour, finir un petit peu ce tour d'horizon, c'est les maillots professionnels, donc les team issued, ce qu'on appelle les team issued, c'est-à-dire les maillots, portés enfin qui ont été faits pour les joueurs, pour les équipes, alors portés ou pas portés, hein, ça dépend. Mais, voilà, c'est une coupe, très particulière, c'est du très, très haut de gamme. Pareil, c'est du marché un petit peu, de niche parce que tout le monde ne peut pas s'offrir un maillot officiel. Voilà, je t'ai mis un Adrian Peterson. Un Mmh. Adrian Peterson porté en match, Ouais, ça coûte, il y ouais. a quelques zéros sur l'addition, ouais, ça coûte assez cher. C'est un C'est pas maillot ou facile à c'est un trouver. maillot plus short là de ce que je vois sur l'image? Parce que Non, j'ai non, l'impression que c'est parce que, les maillots d'équipe sont souvent, beaucoup plus longs et soit les joueurs d'accord. mettent le fond du maillot, dans leur pantalon, soit ils coupent carrément au ciseau pour que ce soit adapté à la taille qu'ils veulent. Donc, Eh évidemment, beh, faut pas faire ça, hein. Faut OK. pas couper au ciseau un maillot, anti-shoot, hein, faut pas faire ça, surtout, hein. C'est un blasphème. Voilà, faut OK, pas abîmer ces trucs-là. d'accord. Mais voilà, mais ça OK, existe, il y en a sur le marché. Il y a certains vendeurs qui sont spécialisés, qui ont probablement des connexions avec les équipes. Moi, je sais que je suis ouais. un vendeur notamment qui est spécialisé dans les Lions. Donc toutes les semaines, il sort des maillots Team Shoot des Lions, et ça coûte super cher, mais j'ai réussi à m'en payer un. Voilà, par C'est exemple. bien ça. Très bien. Ouais, OK, j'ai un alors beau maillot, ouais. je fais un aparté sur le match, Chicago Bears, Jacksonville Jaguars. Ils viennent de réduire la marque. Les Jaguars, Gabriel Davis qui inscrit un doublé, donc 35-16 maintenant. La conversion à 2 points a été ratée. Il reste 6 minutes 15. Bon, on va continuer sur le sujet les maillots et on va même, on va dire, le terminer avec la dernière partie. Tu as parlé du modèle retail Voilà. justement, Mathieu, Je vais et développer, voilà, dans le retail, on a des finitions, plusieurs types de finitions en tout cas dessus. plusieurs types de finitions, plusieurs types de prix, voilà. Donc j'ai présenté un petit peu, toutes les marques vintage qu'on pouvait trouver, tous les types de maillots différents, mais il est bien évident que pour quelqu'un qui aujourd'hui veut s'acheter un maillot, le plus simple, c'est pas d'aller fouiller le marché de l'occasion ou d'aller chercher des trucs, complètement dingues. Le plus simple, c'est d'aller dans un magasin spécialisé et d'acheter un maillot retail. Alors, pour les maillots retail, on va dire, il y a 3 finitions, qui existent. La première finition, c'est ce qu'on appelle chez Nike les Game, donc c'est l'entrée de gamme. On va dire ça coûte, entre 70 et 120 €. Ce sont des maillots floqués, donc c'est le plus gros de ce qui est vendu, hein, c'est ce qu'on trouve le plus OK, facilement sur le marché. C'est des maillots d'accord. où les tissus sont relativement légers et où toutes les finitions sont floquées. Voilà. OK. Donc ça, Et vraiment, donc c'est le basique. par rapport, par exemple, à un maillot NBA qu'on peut retrouver aussi dans les mêmes types de magasins, c'est le même type de finition, c'est-à-dire les finitions game ou est-ce que c'est, ou est-ce que c'est différent?
Ou Alors je t'avoue, je tu connais pas pas les forcément la maillots réponse? basket. Je connais pas du D'accord, tout. donc Donc j'imagine mais là, c'est j'imagine qu'il vraiment doit y avoir des finitions aussi, ouais. Ouais, ouais. d'accord et là, c'est vraiment l'entrée de gamme. C'est-à-dire qu'un C'est l'entrée maillot de gamme. NFL, quand tu vas l'acheter, tu vas aller dans un magasin de sport, le prix minimum, tu disais, c'est 70 €. Ouais, alors c'est parce que, en fonction des promotions, notamment sur Fanatics ou sur Oui. NFL Shop, tu vas avoir des Mmh. promos, tu vas avoir des ventes flash, donc le on va dire c'est 100 €, mais ça peut être 120 comme ça peut être 70 en fonction D'accord, de la période à laquelle tu l'achètes et s'il y a des promotions ou pas, mais c'est à peu près l'ordre d'idée, voilà, c'est dans ces eaux-là. Et ça, ça en marche. général, quand tu vas au match, en général, dans les magasins de produits dérivés, c'est ce que tu vas trouver. Moi, quand je suis allé cette année au Super Bowl, dans la NFL Experience, ils vendaient des maillots game. Voilà, c'est très, 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 très souvent ce que les distributeurs proposent. Mmh. Malgré tout, il y a Bah, tiens, d'autres finitions qui existent. petit aparté justement sur les maillots que tu as vus au Super Bowl. Est-ce que tu as vu les maillots que tu avais évoqués avant, les maillots de modèle custom, throwback retail, ou tu as vu que des maillots game Non, dans la fan expérience? c'était que des maillots, retail. Il y avait pas de fioritures. Il y avait un mur entier de maillots de D'accord, San Francisco et de Kansas de Kansas City. City. Après, Mmh. je t'avoue, c'était pas les mêmes prix que d'habitude. Voilà, OK, c'était d'accord. extrêmement cher. J'ai voulu me prendre un Brock Purdy, c'était 350 $ le maillot game. Donc, Ah ouais, quand même. ouais. Ah, ils Donc, font donc je beaucoup de suis pas marge, on va revenu dire, avec dessus, là, je voilà, pense. donc j'ai gardé mon Steve Young, vintage et j'ai pas acheté de Brock Purdy parce que c'était vraiment très, très cher. OK et donc il y a plus d'autres finitions en retail, Il y a d'autres si j'ai bien finitions. compris, en plus du Alors, game? la deuxième finition qui est la gamme intermédiaire, c'est ce qu'on appelle les limited. Alors il faut savoir que les limited, jusqu'à l'an dernier, c'était des maillots qui étaient enfin qui étaient brodés, mais que sur une seule épaisseur, qui étaient cousus sur une seule épaisseur, avec les patchs et les finitions, brodées sur le maillot. Mais en 2023, Nike a décidé de changer sa finition intermédiaire et désormais les détails, donc le nom de l'équipe et les patchs sont toujours brodés. Par contre, les numéros et le nom du joueur sont floqués. Donc ils sont entre guillemets, ils ont descendu un petit peu la qualité de ces maillots intermédiaires, ce qui fait que ça a un peu crié dans la sphère des collectionneurs et des amateurs de maillots parce que Nike en a profité également pour augmenter le prix de vente. Donc les anciens limited qui étaient brodés, il fallait compter environ 150-170 $, alors que là les nouveaux limited qu'on appelle les Fuse, voilà, il faut compter 170, 180, 190 $ pour le maillot. Donc, les collectionneurs ont dit on paye plus cher pour moins bien. Donc, ça Mais a pas été. comment expliquer cela, en fait, qu'on fait du mi-brodé ou du mi-normal, en fait, enfin, je sais pas trop comment on dit ça, mais en tout cas, moitié tissu, moitié brodé, enfin, c'est Ouais, quoi bah, la c'est raison principale? probablement. Moi, j'ai une théorie, c'est que Nike a voulu augmenter ses marges, hein, voilà. Ils ont voulu faire moins compliqué pour plus cher, donc alors Peut-être. des dires de Nike, le flocage des maillots intermédiaires, donc des limited, est de meilleure qualité que les maillots game, hein. Mais moi, je me suis D'après promis que j'achèterais jamais de maillot ouais, Fuse, donc ce qui d'a fait d'a que d'après ma collection s'arrêtera ouais. à 2023, ça Mmh. c'est sûr. Ouais. Ouais, d'après ta description, moi, je préfère aller encore sur des maillots game que les maillots limited, Ben ça voilà, se sent un peu. c'est aussi un argument qui est que, pourquoi dépenser 50 de plus pour avoir quelque chose qui est pas Ah ouais, forcément d'accord. beaucoup, beaucoup mieux? Donc, en effet, c'était un argument au moment où ça a été annoncé, au moment où ces nouveaux maillots Fuse sont sortis, de dire: «Bah, au final, les gens vont être quand même beaucoup plus incités à aller chercher du début de gamme parce que, c'est moins cher et au final, il y a pas beaucoup de différence». Voilà. Tu sais, c'est comme les gens qui disent: «Ah bah tiens, j'ai un nouveau projet, mais ce sera la même finition, on va dire au final quoi, mais ce sera un peu plus cher». Tu vois? Ah Donc ouais, c'est c'est comme voilà. tout, voilà, voilà.
En fait, Donc, il y en il y a a, pas hein. forcément de renouvellement, tu vois? Il y a pas forcément c'est un peu comme les films au cinéma, tu vois? Il y a pas forcément de Alors, renouvellement, il y a tu il y a vas plus aussi le faire des fait que, remakes, il tu y a vois? plusieurs équipes, il y a plusieurs équipes l'an dernier qui ont changé leur maillot ou qui ont réintroduit des Mmh. maillots, throwback, bah, je pense notamment aux Titans qui ont ressorti Oui, le maillot des Oilers, voilà. Là, ouais, cette c'est année, ça. les Cardinals, sont revenus à un maillot qui ressemble à leur maillot des années 90. Il y a les Seahawks qui ont Mmh. ressorti leur fameux, bleu, marine, avec le casque argent, voilà, donc c'est Mmh. aussi la ligue et Nike, Fanatics, enfin Nike et Fanatics, profitent Mmh aussi mh. de ces rééditions de maillots pour faire du business, hein, ça marche très bien. Voilà, les maillots vintage ont été très très bien accueillis par les collectionneurs. Il y a beaucoup de gens qui se précipitent dessus. Ouais. Et très bien, il reste donc Le un dernier, dernier type alors de le finition. dernier, voilà, le dernier c'est le Graal du collectionneur, entre guillemets, c'est les maillots élites. Donc les maillots élites, c'est le très haut de gamme de la production. C'est normalement censé être ce qui se rapproche le plus possible de ce que portent les joueurs sur le terrain. Donc c'est des maillots, alors je crois que je t'en ai mis deux autres. Je t'ai mis un maillot des Ouais, il y Redskins et a un maillot, voilà. Carson Ça, Wentz c'est là celui que qu'on j'ai. voit Je me là, suis acheté le Robert Griffin, ouais, voilà, et on voit ouais. sur la photo, Maillot des il y a, Redskins à il y a l'époque une avec double, le logo voilà, et un Cowboys. Voilà, il y a une et double, Dak voire une Prescott, ouais. triple couture. Les tissus sont très épais. Voilà, c'est vraiment du très très haut de gamme. Alors là, depuis 2017, ils ont changé les manches pour avoir des manches comme les manches des joueurs sur le terrain. Donc Mmh mh. c'est des maillots qui sont très haut de gamme. Alors ça vaut 350 $. Hein. Donc c'est très difficile à trouver parce qu'évidemment les magasins de retail en ont très très peu en stock, donc c'est pas évident à trouver sur le marché parce que c'est du luxe. Voilà. Et donc évidemment tous les C'est collectionneurs cherchent des maillots élites, évidemment. c'est pas évident à l'importer aussi, on va dire, parce qu'en fait, Ah non, les gens ah non. qui vont vendre les maillots, ils vont pas faire de marge dessus, donc je peux Bah, c'est comprendre, compliqué, ouais. voilà, C'est compliqué. de ce point de vue-là. Voilà. Ouais, c'est Donc compliqué comme tu voilà, dis. donc je résume, hein, voilà, il y a l'entrée de gamme, les Mmh, games aux alentours de 100 $, les limited mmh, à 170-180 $ l'exemplaire, et que si vous êtes vraiment mmh. passionné, un maillot élite, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours très très bien parce que les maillots sont très très beaux, mais par contre ça vaut 300-350 $, donc c'est relativement cher. Attends, je vais voir, je vais chercher le maillot que j'ai. Voilà, il est là. Le maillot que j'ai là. Celui-là, donc là, C'est c'est quoi c'est là, une expertise. ce genre de. Alors Voilà, ça c'est. déjà, ça, Ouais, rien que le ouais. bouclier au niveau du cou, ça, c'est un Mmh, modèle Reebok, déjà. voilà. Donc là, c'est un Ça, c'est un modèle modèle Reebok, voilà, Reebok. tu le Si sais tu bien, montres voilà, exactement. l'étiquette, Donc là, c'est voilà, un peu donc flou. Voilà, ça, ouais, normalement, c'est un c'est un peu modèle, flou. Voilà. donc déjà, c'est un Michael Mmh. Vick, donc c'est un maillot qui Ouais, a facile c'est 15-20 ans, celui-là. Mmh. OK. voilà, et Bah, donc ça, c'est un voilà, modèle content de savoir Reebok. que j'ai un maillot Reebok. Mmh. Très Exactement, bien. et après, il faudrait que je l'ai dans les mains pour te dire, si c'est un officiel ou pas, voilà, parce qu'après, OK. quand on cherche des maillots, on regarde les coutures, on regarde les finitions, on regarde les patchs, voilà, Mmh. après on sort la loupe et le mètre pour vérifier C'est tout. ça. Exactement, ouais. Bah, en tout cas, Mathieu, bah, j'espère que tu as convaincu une grosse partie du chat, voilà, d'acheter, des maillots game, en tout cas, hein, pour ceux qui ont Par et pour ceux exemple, qui ont le budget, pourquoi pas acheter des maillots limited, voilà, hein, et pour, ce qui est des maillots, on va dire, throwback, notamment ceux qui sont fabriqués par Mitchell& S, voilà, fouillez, il y en a, hein, des sites qui vendent, bah, on a dit Vinted, eBay, et cetera, et cetera. Voilà, donc personne l'a réclamé, hein, ton groupe Facebook pour le moment sur le chat t'en fais pour, pas, acheter t'en des fais pas. maillots, mais voilà. Mais en tout cas, ça existe, voilà, c'est dit par Mathieu. Mais voilà, en tout cas, super description en tout cas de ce qu'il y a dans le marché et des maillots en tout cas et de la description des maillots que porte bah, un joueur NFL ou alors un supporter NFL en tout cas. Ben, merci Mathieu d'avoir Il été y à a pas de m'écouter quoi. pour cette superbe présentation des maillots. Peut-être qu'on fera une deuxième partie, voilà, par rapport notamment aux maillots portés
par les équipes cette saison et faire notre petit classement fabriqué par l'équipe TD Actu. Voilà, merci Mathieu d'avoir été à mes côtés. Merci beaucoup Niti, merci à Camille, pour la technique, hein, voilà, Ouais, parce que ouais, j'ai souvent des problèmes exactement, techniques, mais là ça a marché. qui a fait ouais, qui a fait défiler les maillots également, hein. C'est grâce à lui, sinon cette Exactement, émission, voilà. n'existe pas. Voilà, merci beaucoup Mathieu et tu vas laisser ta place à Kevin Renaudet que je vais accueillir dans quelques minutes, juste pour faire un aparté sur le match. Les Jaguars de Jacksonville qui sont menés 35-16 et Mac Jones vient de rentrer sur le terrain. Et oui, garbage time, donc, comme on dit au basket. Voilà, là, ça s'applique aussi en NFL. 4 touchdowns pour Caleb Williams, 23 sur 29, 226 yards, 2 touchdowns à la réception pour Cole Kmet et un touchdown à la course pour DeAndre Swift notamment. C'est plutôt pas mal ce que nous proposent les Chicago Bears. Merci à French Mahomes de s'être abonné via Prime. C'est son 4e mois d'abonnement. On l'en remercie. Et on va enchaîner avec les paris en ligne via notre partenaire de paris en ligne Unibet. Et il est déjà là à mes côtés. Ça, c'est trop rapide. Voilà. Même moi, j'ai pas le temps de faire les présentations. Il est déjà là. Kevin Renaudet est avec moi. Salut Kevin, comment ça va? Salut Nitinia, ça va super bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Bon là c'est Victor Rouillet qui est sur Londres et lui, je sais pas s'il passe un bon moment, mais bon voilà, 35-16 pour les Chicago Bears. Ouais. Il voit des points, il voit des points. Ouais, au moins il voit des points. Tu n'as pas tort. C'est pas comme la semaine dernière où là c'était Raoul Villeroy qui était pour le match des Jets et qui n'a pas vu beaucoup de points. Il a vu surtout de la pluie. Voilà, donc carrément pour Raoul. Mais voilà, 35-16 donc pour le Chicago Bears face aux Jacksonville Jaguars. Et donc pour la suite, Kevin, qu'est-ce que nous réserve voilà notre partenaire de paris en ligne Unibet? On va afficher le site tout de suite. Voilà qui est fait. On va aller vers quel match pour commencer? C'est paris, Kevin. Alors, déjà, je voulais dire qu'on ne dit pas que des bêtises, puisque notre combiné safe de la semaine dernière est passé. Ouais. Donc, Oui, donc voilà. Donc écoutez-nous pour voilà. ce combiné-là qui sera tout avec autant de succès que la semaine 100% dernière. toutes les semaines, c'est le talent. Exactement. C'est ça, c'est le Donc, talent. pour cette... Et ça ne peut pas s'expliquer, hein, Kevin, le talent. Hein, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Hein. Allez, on y va, Kevin, avec donc les paris en ligne via notre partenaire paris en ligne Unibet. Et on va vers quel match pour commencer? on commence avec les Packers qui retrouvent les Cardinals cette semaine. Les Cardinals qui sortent d'un bon match face aux 49ers, mais quand même, je vois les Packers gagner ce match. Alors, la cote tend à diminuer depuis ces dernières minutes, ces dernières heures, mais elle est encore quand même intéressante au vu de l'opposition. Ouais, 1,39, allez, ça va. Avant, elle était à 1,30, c'est bien ça, si j'ai bien compris? Elle était à 1,40, 1,45 encore ce matin, mais okay. ouais, ça commence à descendre. Ah, pardon. Ah oui, ça commence à descendre, pardon. Je pensais que ça montait en faveur justement des Cardinals. Ouais, parce que les Packers, là, ils viennent de récupérer Romeo Doubs. Donc, je pense que avec une cible en plus pour Jordan Love et peut-être Christian Watson qui devrait peut-être jouer. Donc, ça devrait être peut-être plus facile que prévu pour les Packers. Ensuite, pour faire un combiné, on va sur quel match? Écoute, j'ai été avec les Buccaneers qui jouent contre les Saints dans un duel de division. Les Saints qui ont perdu Derek Carr. On ne sait pas trop ce que ça va donner avec Spencer Rattler au poste de quarterback. Je vois les Buccaneers quand même se relancer, qui sortent d'un bon match, même si c'était une défaite face aux Falcons la semaine dernière. Ça reste très solide offensivement et je les vois quand même passer face aux Saints. Ouais, on en a débriefé la semaine dernière. Et ils perdent sans avoir vraiment perdu, en fait, hein, les Buccaneers. Ouais. Ils avaient perdu en prolongation. Ils n'ont pas eu vraiment la chance de défendre de défendre le match, quoi. Voilà, de défendre leur équipe sur la prolongation. Vu que les Falcons en ont mis un lors de la première série offensive. Donc, d'accord. Donc, on a Green Bay Packers à 1,39, Tampa Bay Buccaneers à 1,51. Et donc, dernier match pour un combiné simple, on va vers où? Écoute, on s'en va dans le match qui va clôturer ce dimanche avec une victoire des Bengals face aux Giants. Voilà, là encore très nettement favori et voilà, on a des Bengals qui ont besoin de se relancer impérativement. Là, il faut commencer à enchaîner des victoires pour croire encore aux playoffs.
Et oui, les Bengals ont une cote à 1,49 face à des Giants décimés. Il n'y a pas de Malik Nabers, pas de Devin Singletary, il n'y a pas non plus Kevin Thibodeau. Donc clairement, je pense que le pari peut être en sécurité, mais surtout malgré qu'il joue à l'extérieur. Voilà, on a Joe Burrow et Jamar Chase qui cartonnent en attaque. Il suffit juste que la défense se réveille un peu, je pense, et ça devrait aller. Après, ça c'est C'est ça. pas, ouais, c'est pas forcément gage de réussite. Mais bon, on va faire confiance à Kevin et à l'équipe TD Actu. Donc Green Bay à 1,39, Tampa Bay à 1,51 et Cincinnati à 1,49, ce qui fait donc un total de gains à 15,64 €. Voilà, hein, c'est peut-être pas grand-chose, mais bon, voilà, au moins vous gagnez avec 5 € misés sur ces équipes-là. Maintenant, on va passer au moment le plus intéressant, évidemment, le combiné YOLO. Kevin, on va dévoiler les 3 combinés directement, le combiné YOLO. Sur qui on va miser cette semaine pour gagner encore plus d'argent? Écoute, on va prendre plus de risques avec, pour commencer, une victoire des Colts face aux Titans. Bon, les Colts, on Ok, ne sait pas trop où ils vont au poste de quarterback, mais bon, les Titans n'ont pas non plus énormément de garanties, donc pourquoi pas à cette cote-là, c'est quand même intéressant d'aller sur les Colts. 2,07. Ensuite, on va aller vers où? Ensuite, on continue avec les Broncos face aux Chargers. Voilà, les Broncos qui ont une défense relativement infranchissable ces dernières semaines. Les Chargers n'ont pas non plus d'énormes garanties, donc une fois de plus à cette cote-là, c'est intéressant. Donc les Broncos à 2,18. Et ensuite, pour terminer, quelle Et cote, pardon, on va miser? comme chaque semaine, ben, les Cowboys D'accord. qui ont une cote très intéressante dans un match serré, mais qui peut les voir aussi s'imposer face aux Lions, donc pourquoi pas. Donc, les Colts à 2,07, malgré un quarterback, on ne sait pas trop si Anthony Richardson va se présenter sous son meilleur joueur ou pas. Je t'avoue que s'il y avait Joe Flacco, là, j'aurais Ouais, misé sur eux, tu vois. Mais, mais la cote aurait et sûrement été là, un peu plus basse aussi. sans doute. Sans doute. Ouais, parce que les voir, effectivement, 2,07 face au Tennessee Titans. Ouais, c'est vrai que ça vaut le coup. Je sais pas s'ils ont vu les prestations des Titans, là, Unibet, hein. Faudrait qu'ils m'expliquent un peu. Ensuite, les Denver Broncos en face aux Chargers. Donc, on croit en Bonix. Donc, du côté de ton côté. On croit plus en la défense des Broncos pour stopper Justin Herbert qu'en Bonix, mais bon. C'est c'est ça, ouais, c'est un peu un piège un peu ironique, on va dire, la question. Et puis pour terminer, donc les Dallas Cowboys donc face aux Detroit Lions. C'est vrai que celui-là, c'est un match enfin, ça sent bon les points. Ça sent très bon les points, je pense, ce genre de match, non? Ouais, quand même. Puis ça aurait été une très belle affiche pour le Sunday Night Football, finalement. Bon, ce sera le Bengals Giants, mais un bon Cowboys Lions en prime time, ça aurait quand même fait plaisir. Ouais, clairement. Alors, pour ton anecdote, il faut savoir que les Bengals, que les Giants Bengals, ils devaient le remettre à 19h pour mettre Ravens Commanders, en fait. Aussi. Et qui était aussi une superbe affiche, d'ailleurs. On Mhm. va peut-être en parler juste après. Et en fait, la chaîne qui a le match entre les Ravens et les Commanders ont refusé, en fait, tout simplement, de leur céder le match, hein, ce qui est tout à fait logique. En même temps, ça aurait peut-être chamboulé aussi les plans des joueurs, tu vois. Tu te prépares pour un match à 19h, c'est pas la même chose que de te préparer pour un match Puis c'est des à histoires 10 de heures du gros sous, matin. comme souvent avec la télévision. Voilà, exactement. Donc, il y a aussi un peu de ça qui joue. On va prendre quel match, Kevin? Parce que le match sur M6+, vient de se terminer entre les Mhm. Jaguars de Jacksonville et les Bears de Chicago. Victoire des Bears 35-16. Voilà, donc belle victoire de Chicago. Là, Chicago est à 4 victoires, 2 défaites, si je dis pas de bêtises. Et les Jacksonville Mhm. Jaguars à 1 victoire, 5 défaites. Ça sent pas très bon, cette histoire. À surveiller l'avenir de Doug Pederson, notamment pour la semaine prochaine. Donc, on va vers quel match, Kevin, Écoute, bah, pour on ce reste match? sur Ah, le match pardon, qu'on vient pardon. d'aborder, hein. J'ai oublié un truc. J'ai oublié de dire combien d'argent en fait on devait se faire. C'est 53 €. Voilà. Avec ce combiné YOLO, j'ai complètement zappé cette partie. Mais ouais, 53 € de gain potentiel si on mise donc sur les Cowboys, sur les Broncos et sur les Colts d'Indianapolis. Ça y est, on va y aller au match donc qui nous intéresse. C'est lequel, Kevin? Désolé. Écoute, bah, on reste sur le dernier match qu'on vient de parler entre les Cowboys et les Lions.
Allez, c'est parti. On va sur Cowboys Lions. Et donc, qui va marquer un touchdown? Écoute, j'ai 3 marqueurs de touchdown sur ce match. Tout d'abord, Jahmyr Gibbs, qui a besoin de s'affirmer face à son collègue Montgomery. Montgomery marque beaucoup. Jahmyr Gibbs doit à présent aussi marquer à son tour. Donc, Jahmyr Côté Gibbs à Cowboys, 1,80. j'ai exact 1,80. Côté Cowboys, Ouais, j'ai Jake ok. Ferguson qui marque beaucoup, qui est une belle cible pour Dak Prescott en red zone pour finir les drives offensifs. Que pourquoi pas voir Jake Ferguson entrer dans la end zone. Ça marche. Ok. Et Et donc, puis, le dernier. côté Lions, encore un joueur qui doit se faire pardonner après un début de saison un peu mi-figue mi-raisin avec Sam Laporta, qui pourrait marquer quelques points sur ce match. Ouais, il a une cote à 3, ça me l'apporte. Intéressant. Ouais. Intéressant, cette cote à 3, là, ça me l'apporte. Surtout que Jared Goff aime bien lancer vers les tie-ends. Pour revenir sur Jake Ferguson, également l'autre tie-end, il est aussi une belle soupape de sécurité pour Dak Prescott pour gagner les premières tentatives. Est-ce après suffisant pour marquer un touchdown? Voilà, en tout cas, le match de 22h nous le dira. Mais oui, clairement, on a 3 marqueurs de touchdown assez intéressants. J'espère que ça va pas se terminer en 9-3 cette histoire parce que sinon, voilà, ça va être, une mise gaspillée, on va dire. Et donc avec ça, si on mise voilà sur ces 3 marqueurs de touchdown, Kevin, on gagne 91 €. Ah ouais, ça là, grâce au match Cowboys Lions, on pourrait faire des gros sous, voilà. Et clairement, on voit que ce match-là est assez prisé par les parieurs, voilà, avec des cotes très intéressantes. Donc, ça peut partir dans tous les sens, ce match-là, si j'ai bien compris, Kevin. Ouais, c'est ce qu'on peut imaginer avec 2 attaques très, très, très actives et explosives. Ouais, explosif, effectivement. Ouais, il y a Camille ou Alain qui nous dit gros sous en télé, comment vous avez entendu parler de nos salaires? Bah, ça, je sais pas trop, hein. Moi, je fais que rapporter les faits, messieurs. Donc, très bien. On a terminé avec les paris en ligne, Kevin, si j'ai bien Oui, compris? on a fait le tour pour cette semaine. On a fait le tour donc pour cette semaine, donc avec évidemment un 100% de réussite garantie, forcément. Donc je rappelle que Zéro pression. ouais, zéro pression. L'émission donc est présentée comme d'habitude par Unibet. Et puis que si vous sentez que vous perdez le contrôle, et c'est le moment de vous faire aider, voilà, et de voir peut-être quelqu'un, voilà, pour qu'il puisse résoudre votre addiction au pari. Kevin, on va faire une rubrique avec toi que tu n'as jamais fait, mais on va le faire ensemble cette fois-ci. C'est la présentation des matchs, tout simplement. Et là, on voit les paris de la rédaction. Donc avec déjà la victoire des 49ers sur les Seahawks, dont on a débriefé tout à l'heure avec Mathieu. La victoire là, des Bears là, sur les Jaguars. Donc là, je viens de marquer un point, donc ça, c'est cool. Voilà. Sachant que Grégory, Raphaël et Jean-Michel n'ont pas marqué des points. Raphaël, là, il est sur un 0 pointé en 2 matchs là pour le moment. Voilà, je lui passe le bon genre pour cette émission. Le premier match, alors les matchs de 19h sont les suivants, Kevin. On va faire ça par heure. Et puis après, tu me diras ce que tu en penses de ces matchs-là, notamment par rapport aux questions que je vais te poser. On a les Packers à 3 victoires de défaite contre les Cardinals à 2 victoires, 3 défaites. On a les Tennessee Titans à 1 victoire, 3 défaites contre les Colts à 2 victoires, 3 défaites. On a les Patriots à 1 victoire, 4 défaites contre les Texans à 4 victoires, 1 défaite. On a les Saints de la Nouvelle-Orléans, 2 victoires, 3 défaites contre les Buccaneers de Tampa Bay à 3 victoires, 2 défaites. C'est un duel de division, NFC Sud. Les Eagles de Philadelphie de retour, 2 victoires, 2 défaites face aux Browns de Cleveland, 1 victoire, 4 défaites. Et puis enfin, les Ravens de Baltimore à 3 victoires, 2 défaites contre les Commanders à 4 victoires, 1 défaite. Est-ce que pour toi, le match entre les Ravens et les Commanders est le match le plus excitant là à 19h? Oui, c'est sûr, on a vraiment une opposition entre 2 joueurs qui se ressemblent beaucoup, de 2 générations différentes, avec Jayden Daniels et Lamar Jackson. On retrouve un peu ce qu'apportait Lamar Jackson avec quand même un Jayden Daniels qui est quand même meilleur que ce qu'on pouvait penser à la passe aussi. Et ouais, on a 2 attaques vraiment très, très excitantes à regarder jouer. En tout cas, sur ce qu'on a vu les 2-3 dernières semaines, c'est 2 très, très belles équipes
Et on a hâte de voir ce que peut donner aussi Jayden Daniels à un niveau d'opposition plus élevé que ce qu'il a connu précédemment. Est-ce qu'il peut encore maintenir ce niveau de jeu-là et s'affirmer déjà comme un des top quarterbacks de cette ligue dès sa saison rookie? Ça va être la grande question. Ouais, quand on revoit les pronostics de la rédaction, je suis le seul à parier sur une surprise du côté des Commanders. Et sinon, Pourquoi tout pas? le reste de la rédaction a misé sur des Ravens qui continuent sur leur lancée. Toi, Kevin, là, pour donner un pronostic de ce match, tu aurais dit quelle équipe? J'aurais quand même tendance à aller avec les Ravens qui paraissent c'est une équipe plus complète encore. Les Commanders sont encore sur une phase de construction. C'est une équipe qui est pas mûre encore qui semble pas mûre encore pour ce genre de confrontation. Après, ça reste la NFL, ils ont les moyens de les inquiéter si leur attaque reste en confiance et performe. Pourquoi pas, mais dans l'état actuel des choses et sur le papier, les Ravens paraissent plus complets et quand même nettement favoris. Ouais. Et puis Trémoche qui nous dit effectivement que Brian Robinson notamment est forfait du côté de Washington, donc peut-être pour le jeu au sol, ça risque d'être un peu plus compliqué, sachant que c'est Austin Ekeler qui va débuter. Il est pas mauvais, Austin Ekeler, mais bon, il commence à faire un peu son âge, Ouais. comme on dit. Il a pas été très productif ces dernières semaines. Quel match pourrait te hyper en plus de Ravens Commanders sur ces matchs de 19h qu'on vient d'évoquer? Écoute, le Packers Cardinals a aussi un joli potentiel offensif avec un Jordan Love qui ça y est maintenant bien revenu de sa blessure et peut commencer à prendre son rythme. Et voilà, une attaque des Cardinals toujours intéressante avec le duo Kyler Murray, Marvin Harrison, ça peut partir dans tous les sens aussi. Ça risque d'être un match quand même intéressant à suivre si les Packers ne se détachent pas trop vite, ce qui peut aussi arriver. Les Cardinals sont aussi capables de passer complètement au travers défensivement, ils l'ont montré ces dernières semaines. Donc voilà, si le score reste maintenu, ça peut être vraiment un match intéressant. Est-ce que tu crois à la première victoire de Drake May avec les Patriots contre les Texans? Non. Ok, voilà, C'est très bien. aussi simple que Ça, ça. c'est dit. Ouais. Donc, C'est donc, compliqué en là, de gros, lancer un rookie ouais, dans un contexte aussi difficile. Voilà, c'est limite l'envoyer sous le camion. ouais. Et même chose pour Spencer Rattler face aux Buccaneers. Est-ce que tu crois à la victoire ou pas du tout? Peut-être un peu plus, Spencer Rattler a quand même un peu plus de potentiel offensif devant lui. Alvin Kamara, Chris Olave, même Rachid Shahid qui fait un super début de saison. Voilà, il a des armes à sa disposition face à des Buccaneers qui peuvent aussi laisser des espaces défensivement. Voilà, j'y crois un peu plus à Spencer Rattler pour être honnête. Bah voilà, regardez, la rédaction, Patriots Texans, que les Texans, Saints Buccaneers, que les Buccaneers, voilà. Donc, on croit vraiment au quarterback rookie, clairement, hein, voilà, du côté de la rédaction, c'est vraiment, pourtant, c'est pas comme si on couvre la draft chaque année pour les soutenir et pour qu'ils gagnent des matchs. Voilà. Caleb Les Williams a matchs gagné un avant, match et pourquoi pas Jaden Daniels aussi. ah là, Caleb Williams, il a gagné un match. Alors, Jaden Daniels, j'ai misé sur lui là, face aux Ravens. Moi, je suis le seul à le faire. Ça veut dire que j'y crois un peu quand même, hein, à ce joueur qui est vraiment très intéressant depuis le début de la saison. Donc à 22h, Kevin, on a les Broncos à 3 victoires de défaites contre les Chargers, 2 victoires de défaites. Ça, c'est un match de division. Les Raiders de Las Vegas, 2 victoires, 3 défaites face aux Steelers de Pittsburgh, 3 victoires de défaites. Ensuite, on a les Cowboys de Dallas, 3 victoires de défaite face aux Lions de Détroit. 3 victoires, une défaite, pardon. Ils reviennent jouer là, cette semaine. Ils étaient en bye week la semaine dernière. Et puis enfin, les Carolina Panthers, 1 victoire, 4 défaites. Et les Atlanta Falcons à 3 victoires, 2 défaites. Un duel NFC Sud. Bah, on a parlé de Cowboys Lions, forcément, Kevin, qui va être, on va pas se mentir, hein, c'est le match le plus intéressant des 4 à 22h. Là, dans la rédaction, on voit plus une tendance Lions par rapport aux Cowboys. Est-ce que c'est aussi ton cas? C'est un match, je pense, qui est vraiment beaucoup plus serré que ce qui semble l'être sur le papier. Les Lions ont pas encore totalement lancé leur saison au niveau de ce qu'ils ont pu produire à leur top la saison dernière. Les Cowboys sont toujours un gros poil à gratter. Donc voilà, j'aurais pas tendance à dire que les Lions sont largement favoris. On est quand même assez proche d'un 50-50. Ouais, on est bien proche d'un 50-50, clairement, et c'est sans doute le match le plus intéressant. Quel visage on aura des Raiders, Kevin, face aux Steelers? Un visage dépressif ou un visage de rébellion?
Écoute, il y a un gros point d'interrogation puisque Gardner Minshew retrouve sa place sur le banc pour laisser Aidan O'Connell retrouver le terrain. Ah ouais, retrouve Donc, carrément. Il a été sur le titulaire depuis le début de la saison. oui, enfin, Ouais, il a quand même été beaucoup plus sur le banc dans sa carrière en NFL que titulaire, donc ouais. c'était dans ce sens-là que je l'entendais. On va voir aussi ce que Aidan O'Connell peut proposer. Certaines rumeurs laissaient penser que Davante Adams pourrait rester parce que O'Connell prenait le poste. J'en suis pas non plus Ah ouais. à penser ça. Mais face à des Steelers, c'est quand même pas facile pour O'Connell de prendre le lead. Il y a quand même une très belle défense. Il va être chassé toute la soirée par TJ Watt. Que ça risque d'être compliqué quand même pour des Raiders qui affrontent une équipe des Steelers qui a vraiment bien commencé la saison. Après, on sait jamais. Hein. C'est pour ça que je mise jamais ni contre ni pour les Raiders parce qu'on sait jamais. Ils ont battu les Ravens cette saison et après C'est vrai. ils perdent contre les Panthers. Bon, c'est à ne rien comprendre. Sinon, justement les Panthers. Tiens, pour parler d'eux, pour ce duel de division, est-ce que tu penses qu'Andy Dalton va retrouver le banc pendant le match parce qu'il aura fait une mauvaise performance? Écoute, ça se pourrait parce que face à ces Falcons-là qui sont vraiment impressionnants depuis le début de la saison, qui performent, qui auraient même pu battre les Chiefs, ça s'annonce quand même compliqué pour Andy Dalton. Après, je pense qu'on pourrait mettre Patrick Mahomes dans cette équipe. Je suis pas sûr que ça changerait foncièrement énormément de choses, tellement il y a peu à faire avec les armes à disposition. Voilà, Andy Dalton Ouais, ok. ou Young, voilà. Le Panthers Falcons, seul Grégory croit à un potentiel braquage des Panthers à Il, domicile il a des points à face aux rattraper Falcons. ou Grégory, non, je crois il est parmi les leaders, je crois, du concours. Donc je pense que c'est un choix stratégique peut-être. Hein, mais je pense qu'il pense que son équipe, hein, les Falcons, peuvent peut-être choquer. C'est vrai que, pareil, les Falcons, ils ont parfois des visages un peu tristes et parfois des visages impressionnants comme celui qu'on a pu voir il y a 10 jours. Voilà. Non, c'est la superstition, ouais. Peut-être. Oui, c'est peut-être la superstition, qui sait. Voilà. Le dimanche soir, donc, les Giants de New York à 2 victoires, 3 défaites, qui reçoivent les Bengals Cincinnati à 1 victoire, 4 défaites. Bon, on en a parlé, les Bengals devraient s'imposer. Bon, moi, j'ai fait un peu le mec qui pense que qui pense que les Giants vont continuer, mais bon, c'est un peu sans conviction, hein, je vous l'avoue. Mais bon, voilà, ils ont gagné contre les Seahawks alors que j'ai parié contre eux. Je sais pas trop, donc ça va être un peu compliqué, je pense, pour les Giants. Victoire Bengals, Kevin, clairement pour ce dimanche soir, ça peut être plié en une mi-temps, ou tu penses que les Giants vont encore s'accrocher? Oui, sur le papier, il y a rien de vraiment tangible qui permette de se dire que les Giants peuvent gagner ce match. Après, les Giants, quand même, faut leur donner que ils sont meilleurs que ce que tout le monde pensait en début de saison. Il y a quand même quelque chose qui se passe dans cette équipe. C'est quand même une équipe qui montre du cœur, qui montre une envie de se battre malgré des capacités limitées. La semaine dernière, ils n'avaient pas grand monde. Beaucoup de forfaits, un peu comme cette semaine, et ils s'en sont sortis face à des Seahawks qui sont une équipe très très honnête en NFL. Bon, là, les Bengals, ça semble être quand même la marche au-dessus. Voilà, sans la Burst, sans Singletary, sans Thibodeau, ça paraît quand même très très difficile, mais pourquoi pas, avec les qualités de combat qui font preuve, pourquoi pas. Voilà. On verra si la défense des Bengals laisse autant de portes ouvertes aussi que lors des semaines précédentes. Il y a peut-être une chance pour les Giants. Et puis enfin, le dernier match, c'est une équipe qui a beaucoup fait l'actualité cette semaine. Le limogeage de Robert Saleh du côté des New York Jets, remplacé par Jeff Ulbrich, ancien coordinateur défensif. On a donc conservé Nathaniel Hackett en tant que coordinateur offensif. Ils vont donc affronter les Bills de New York dans un double soirée à New York parce que la veille, il y aura le match des Giants contre les Bengals. Le lendemain, c'est les Jets contre les Bills. Est-ce qu'on va passer une deuxième soirée dépressive à New York ou est-ce qu'on y croit du côté des Jets pour donner un peu de spectacle face à cette équipe des Bills? Non, écoute, virer son coach défensif pour améliorer ses problèmes offensifs, c'est toute une stratégie extrêmement particulière côté Jets, mais bon, et après tout, pourquoi ne pas tenter? Après les Bills, quand même, c'est une des meilleures équipes de ce début de saison.
C'est vrai que sur les 2 dernières semaines, Dans les Josh pads. Allen montre quelques signes de faiblesse. La défense des Jets peut aussi lui apporter un challenge intéressant. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer offensivement de cette équipe des Jets? Aaron Rodgers a semblé un peu perdu la semaine dernière. Est-ce qu'on peut voir du mieux alors qu'on a viré le head coach, qu'on dit que son coordinateur offensif appellera plus les jeux? On ne sait pas trop où ça va. Ça sent un peu le marasme côté Jets. Je pense qu'il faut leur laisser 2-3 semaines de plus pour voir s'il y a une amélioration possible. Ouais, surtout que les Buffalo Bills, alors là, ils sont en 3 victoires, 2 défaites, mais ils ne m'ont pas laissé une grosse impression, hein, contre les Texans. Josh Allen, comme tu le disais, effectivement, a semblé un peu en dessous. Mais bon, je pense que contre les Jets, il retrouvera sa motivation hebdomadaire pour battre un rival de division. Je pense que ça peut peut-être tourner à la boucherie du côté du MetLife Stadium. On a fait le tour, hein, Kevin, je crois, de l'avant-match et voilà, et des paris en ligne. Donc, on a vu tout à l'heure. Bah, Kevin, je vais te libérer et merci beaucoup d'avoir été à mes côtés pour ces paris en ligne et pour cette présentation des matchs de la semaine numéro 6. On te retrouve pour la course au MVP, notamment, hein, l'article sur la course au MVP et puis peut-être la fantasy, peut-être, hein, le samedi également où tu es présent avec Antoine Chavon ou encore Alexandre Locke, voilà, pour les ligues fantasy où là, clairement, ça commence à faire des premiers échanges. Là. Je vois beaucoup de joueurs en échange. Je sais pas si c'est ton cas également. Ouais, bah, beaucoup d'enseignements qui commencent à être tirés. Voilà, il y a des joueurs stars qui déçoivent. On essaye de les échanger au meilleur prix. Les blessures aussi qu'il faut gérer. Donc voilà, on est en plein dans le cœur de la saison de fantasy. Ah, clairement, ouais. En tout cas, voilà, ça va commencer. Il y aura aussi les joueurs en bye week à gérer, donc à surveiller, surtout aussi les joueurs qui sont encore disponibles sur le waiver, quoi. Voilà, parce que moi, clairement, là, j'ai plus de joueurs là dans la ligue fantasy officielle TDA et la projection n'est pas très bonne de mon côté. Merci Kevin d'avoir été à mes côtés et puis bon match NFL à toi et puis bon fin de week-end. Salut, salut. Merci Nitini, toujours un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Et nous, on va terminer cette émission. Il nous reste 10 minutes pour faire le quiz. Et avant de parler quiz, merci à Shanaze44 voilà, d'avoir pris un abonnement de niveau 1, 14e mois d'abonnement. Et on l'en remercie. Camille, c'est parti. On va mettre déjà le chat en émoticône. Et ensuite, on va passer au quiz donc de l'équipe TD Actu. Ça va concerner les maillots NFL et leurs numéros. Voilà, maillot à gogo exactement. Voilà, je rappelle, hein, pour le quiz. Tout d'abord, bah, déjà vous appuyez sur le quiz kit pour y participer, voilà, et ensuite bah, vous pouvez y répondre. Donc soit c'est à droite, voilà, de l'écran sur téléphone et je crois que sur ordinateur aussi. Je crois que c'est à droite ou alors c'est l'inverse, je sais plus. Mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, la semaine numéro 6 bat son plein. Et voilà, et voici donc les premières questions qui vont arriver. Camille, est-ce qu'on est prêt pour la première question ou Oui, pas? on va pouvoir envoyer. C'est parti. Et on va pouvoir envoyer. Et c'est parti. Donc pour la première question, je suis le quarterback titulaire des Bengals et je porte le numéro 9. Qui suis-je? Joe Burrow, Justin Herbert, Josh Allen ou toi, Tagovailoa? Alors clairement, là, c'est une question de chauffe, hein. Donc là, personne ne doit se tromper. Voilà. On n'en a pas parlé durant l'émission, mais bon, voilà. Et 0. Et la réponse, donc, c'est Joe Burrow. Et vous êtes très nombreux à répondre Joe Burrow. Voilà, 34 à répondre. Voilà, Joe Burrow pour la première question. Donc, de ce quiz, c'était vraiment un tour de chauffe. La deuxième question. Là, on n'est plus vraiment sur le tour de chauffe, parti. mais bon, voilà, on va dire qu'on commence les premières étapes donc, de la montagne. Jerry Jones aime que le receveur numéro 1 des Cowboys porte un numéro particulier. C'est lequel? 80, 85, 81, 88. Un indice, c'est le numéro de CeeDee Lamb aujourd'hui. Voilà.
pour vous mettre sur la voie. Et je pense que là, on a donc on a la réponse qui va s'afficher. Voilà, c'est bien le numéro 88. Et oui, le numéro de Dez Bryant, voilà, de CeeDee Lamb aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ont porté le numéro 88. Là, j'ai oublié les noms. Mais voilà, c'est bien le numéro 88. Vous êtes 23 à répondre bon sur cette question. Troisième question, ça concerne encore un joueur qui joue actuellement. C'est parti. Camille, si tu mets c'est parti. Aux Jaguars, Jalen Ramsey portait le numéro 20. Quel était son numéro après son transfert aux Rams? Est-ce 15, 25, 20 ou 5? Donc, aujourd'hui, il est à Miami, Jalen Ramsey. Là, désormais, aux Rams, il portait quel numéro? Un 10, c'est le même qu'il porte à Miami. Voilà. Donc, normalement, on va le faire. Et on va dévoiler la réponse. C'est le numéro 5. Et oui, qu'il a porté aux Rams de Los Angeles. Vous êtes 18 à répondre le numéro 5. Et non, il ne portait plus le numéro 20. Il l'avait gardé aux Jaguars. Mais après, quand il y a eu les changements de numéro avec la nouvelle règle NFL, eh ben, il a changé de numéro. Il a porté le numéro 5. Quatrième question, Camille, et là on va parler histoire dans ces deux dernières questions. C'est parti, je suis un receveur des Colts d'Indianapolis qui a joué avec Peyton Manning. Je portais le numéro 87. Qui suis-je? Dallas Clark, Marvin Harrison, Jerome Patton ou Reggie Wayne? Encore 3 secondes. Et la réponse, donc, attention, il y avait un piège entre les deux joueurs, notamment Marvin Harrison et Reggie Wayne. Et ouais, vous êtes tombé dans le piège. Marvin Harrison ne portait pas le 87, portait le 88. Marvin Harrison, et c'est Reggie Wayne qui portait le 87 du côté des Colts d'Indianapolis. Marvin Harrison a bien été dans cette équipe, il a bien été All-Pro, mais c'est Reggie Wayne qui était le numéro 87 de l'équipe des Colts d'Indianapolis. Et enfin, dernière question, histoire. C'est parti. La dernière, la voici. Combien de joueurs ayant porté le numéro 12 sont-ils au Hall of Fame aujourd'hui? 10, 8, 11 ou 9? Combien de joueurs ayant porté le numéro 12 sont-ils au Hall of Fame aujourd'hui? 10, 8, 11 ou 9? Et là, j'ai la liste. Et enfin, pour cette dernière question, ils sont 8 à avoir porté le numéro 12 et à être au Hall of Fame. Il n'y en a que 4, malheureusement, qui ont répondu à cette question. Donc, les 8, les voici. Donc, il y a Terry Bradshaw, Bob Grease, Jim Kelly, John Amat, Ken Stabler, Roger Staubach, Arnie Herber et William Roy Lyman. Et non, il n'y avait pas Tom Brady, notamment, dans la liste. Bon, après, c'était une question difficile. La dernière, clairement, voilà, ça, on va pas se mentir, c'était un peu compliqué à la trouver. Voilà, il me reste 3 minutes pour déjà voir qui est le vainqueur. C'est Gus Horizon qui l'emporte, si j'ai bien lu. C'est bien ça, Camille. Ouais, c'est ça. Gus Horizon devant Nico, je crois. Attends, parce que là, je vois pas vraiment très bien. Nico, 77-123. Sur son écran. Ouais, qui est deuxième. Ça s'est joué à très peu, là. De ce que je vois. Ouais, et félicitations à toi, Gus Horizon, et je te prie de nous contacter, voilà, via message Twitch ou via les réseaux sociaux, voilà, que tu veux, pour nous donner tes coordonnées. Et donc, tu as gagné le t-shirt TD Actu, voilà, que je vais te donner également, ainsi que d'autres cadeaux également que tu as gagné aujourd'hui.
Voilà, donc on a terminé pour cette 6e semaine du fauteuil. Je vous remercie d'avoir été à mes côtés durant cette 1 heure, pendant 1h30. Merci beaucoup à vous dans le chat d'avoir été à mes côtés, d'avoir écouté les conseils de Mathieu pour les maillots et les conseils de paris en ligne via Unibet avec Kevin. Je rappelle donc que cette émission a été sponsorisée par notre partenaire de paris en ligne Unibet, juste là. Voilà. Et également, n'oubliez pas les réseaux sociaux sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok également. On est présent sur tous les réseaux sociaux. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Je vous retrouve peut-être la semaine prochaine. Voilà, on verra bien. On est en train encore de voir le périmètre de la semaine prochaine, de ce qu'on va traiter. Mais en tout cas, toujours au rendez-vous pour vous, dimanche, 17h30, pour le fauteuil sur cette même chaîne Twitch TD Actu. Le replay est disponible sur YouTube également le lendemain et les autres jours, si vous voulez, et aussi en podcast sur Touchdown Actu. Voilà, n'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes également de podcast pour cela. Merci à tous, bon match à vous et à la semaine prochaine. Salut.